Alors, bonjour à tous et à toutes. On vous souhaite la bienvenue aux midi-conférences organisées par la Chaire en fiscalité et finances publiques. On est donc prêt à démarrer ce midi-conférence-là qui va servir à vous présenter ce que nous, à la Chaire, on a retenu de la mise à jour économique et financière que le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté hier. Donc, ça ne sera pas beaucoup plus long. Je vais laisser la parole à Luc. Juste un petit mot pour vous dire qu'il va y avoir une courte période de questions à la fin. Donc, vous pourrez poser vos questions avec micro et caméra ou par la petite bulle, par la conversation qui est accessible aussi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Luc. À toi, Luc. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux. Je vais vous dire quelques phrases pendant que je vais tenter de lancer la présentation. Donc, faire deux choses en même temps, c'est toujours un peu difficile. Donc, manifestement, l'économie québécoise a performé ou performe mieux que prévu. Par conséquent, il y a plus de revenus qui rentrent dans les coffres de l'État, ce qui permet au gouvernement du Québec d'amoindrir les déficits anticipés et de même réinjecter de faire de nouvelles initiatives. Donc, en gros, c'est ce qui ressort de la mise à jour économique et financière qui a été présentée hier. Malgré cette embellie-là, tout au long de la présentation, on va pouvoir regarder les défis qui restent manifestement nombreux. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, sans plus tarder, je vous mentionne quelques faits saillants au nombre de 12. Donc, je retiens 12 faits saillants. D'abord, il y a une croissance du PIB réel qui est plus vigoureuse qu'en mars dernier. En mars dernier, on prévoyait une croissance économique pour 2021 de 4,2 % alors qu'elle est maintenant revue à la hausse pour 6,5 %. Là, bougez pas, Suzy, il y a plusieurs intervenants qui semblent ne pas entendre. Oui, mais moi, je t'entends très bien. Tommy, est-ce que tu entends, toi? Oui, j'entends bien de mon côté aussi. Est-ce que, peut-être juste vérifier, est-ce qu'il y a des participants qui entendent bien en ce moment? Aucun son. OK. Bon. Ouais. Bon, on a des gens qui disent que c'est bien. OK. Finalement, il y a un peu de tout. Là. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui entendent. Malheureusement, je suis obligé de continuer avec ceux qui entendent parce que le problème ne semble pas venir de Teams. Donc, je vous demanderai aux gens de regarder leur configuration. Je poursuis donc avec une croissance plus élevée que prévu qu'on avait dit du PIB. Un déficit budgétaire qui va donc être réduit. Qui vont donc être réduits, le déficit budgétaire qui va être réduit de moitié par rapport aux prévisions du budget de mars dernier. Évidemment, ces déficits moindres-là vont également se répercuter sur un niveau d'endettement plus faible qu'anticipé. Malgré tout, il y a toujours un équilibre budgétaire qui est prévu pour l'année 2027-28, en dépit, puis on va le voir plus loin, d'un déficit structurel de 4 milliards. Donc, je suis toujours dans nos faits saillants. Les sources de revenus autonomes sont en hausse. Toutes les sources de revenus autonomes sont en hausse. Les transferts fédéraux sont en hausse, principalement en raison de l'entente asymétrique pour les services de garde. Je poursuis là encore, là, il me reste quelques-uns faits saillants, je vous en avais promis 12. Donc, on a une cible de rattraper le niveau de PIB réel de l'Ontario d'ici 2036. On y revient, c'est une cible qui est relativement ambitieuse. On a un ratio de dette brute qui va fondre et qui va permettre de respecter les cibles la cible de la loi sur la réduction de la dette et la portant création du Fonds des générations. Par contre, il y a une deuxième cible dans cette loi-là qui ne sera pas atteinte comme telle que prévue dans la loi. On met des mesures précises, donc une prestation exceptionnelle pour le coût de la vie est mise en place pour faire face, comme on le dit, à l'inflation ou à l'augmentation du coût de la vie pour les ménages à faible et moyen revenu.
une bonification importante du crédit d'impôt remboursable pour les frais de garde, en particulier pour les ménages. Je modifierai un peu la phrase, pour les ménages de la classe moyenne et à haut revenu, une bonification du crédit d'impôt pour le soutien aux aînés. C'est tous des éléments qui vont se répercuter. Et un dernier, donc le gouvernement est bien conscient des défis du côté de la main-d'œuvre. Donc, il y a un plan pour former, requalifier, attirer 170 travailleurs dans 5 secteurs ciblés. Notamment, on pense à la santé, à l'éducation, aux services de garde. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous allons lancer l'analyse de la mise à jour économique qui a été présentée hier. Il y a donc, on va faire ça dans l'ordre, on va d'abord s'intéresser à l'économie, on va s'intéresser aux finances publiques, aux mesures budgétaires qui vont toucher ou fiscales qui vont toucher les particuliers, aux mesures budgétaires ou fiscales qui vont s'attaquer ou contrer la rareté de main-d'œuvre. Et enfin, les mesures budgétaires et fiscales s'intéressant aux entreprises. Donc, c'est un peu l'ordre que je propose aujourd'hui pour les prochaines minutes. Si on débute par l'économie, bougez pas, j'essaie de fermer un micro. Donc, si on y débute par l'économie, on s'aperçoit dans le contexte de la croissance économique, sous l'angle donc du PIB, là, on a une croissance qui est plus vigoureuse en 2021 qu'on avait anticipé dans le budget de mars dernier. On est à 6,5 de croissance du PIB réel, c'est assez fort, alors que nous avions prévu 4,2. On s'aperçoit par contre qu'on va avoir en 2022 une croissance un peu plus faible qu'on avait anticipé dans le budget. Donc, il y a eu une accélération de la croissance, mais qui fait un léger déplacement. Et par la suite, on s'aperçoit que la tendance de la croissance du PIB réel moyenne s'en va vers 1,5 %. Donc, c'est quand même l'élément qui doit être précisé. Si je vous avais montré le PIB nominal, bien, ce qu'on verrait, c'est qu'on aurait une croissance encore plus forte, donc qui tiendra compte là, de l'évolution des prix. On sera à 10,8 % de croissance du PIB nominal pour 2021. C'est assez rare qu'on voit une telle croissance. Évidemment, je vous montre ici, à gauche, ce qui était présenté dans le budget de mars 2021 et à droite, ce qui est présenté dans la mise à jour économique pour vous montrer que les choses bougent vite. Alors, la tendance en gris, c'était ce qu'on aurait prévu, ce qu'on prévoyait en absence de pandémie. Donc, on voit que dans le graphique de gauche, en matière de prévision du PIB réel, même en 2025, on n'avait pas rattrapé le PIB que nous aurions eu à faire si on n'aurait pas récupéré le PIB qui était prévu en l'absence de pandémie. On va regarder dans le graphique de droite. Là, on s'aperçoit que l'accélération de la croissance du PIB réel fait en sorte que dès 2023, on est rendu sur la tendance que nous aurions eue en l'absence de la pandémie. L'autre élément ici qu'on peut voir, c'est là, on est maintenant dans le PIB nominal. Encore une fois, dans le budget de mars dernier, on avait un écart à la tendance que nous aurions observé en l'absence de la pandémie qui était encore négatif, même rendu en 2025. Et là, on voit qu'avec une croissance du PIB réel qui augmente beaucoup plus fort que prévu, en partie à cause de l'inflation, donc on va se retrouver avec un PIB nominal beaucoup plus important que ce qu'on avait anticipé en 2019 avec une projection de croissance sur 5 ans qui faisait abstraction, évidemment, de la pandémie. Donc, des situations assez fondamentalement changées en l'espace de quelques mois. Je m'intéresse ici quelques instants au marché du travail. Je vous rappelle qu'on est dans une perspective de transition démographique, donc les créations d'emplois vont se faire de plus en plus rares. Par contre, évidemment, tous les emplois perdus de 2020 vont se récupérer et on s'aperçoit que si on compare la création d'emplois pour 2021 et 2022 par rapport à ce qu'on avait prévu en mars, la mise à jour économique parle de création d'emplois quand même beaucoup plus forte.
Cela dit, quand je vous montre les années que nous n'avons pas dans la mise à jour économique, mais que nous avions dans le budget de mars pour les années 2023, 2024, 2025, là, on s'aperçoit que c'est là que le défi de main-d'œuvre va faire en sorte que la création d'emplois, les nouveaux emplois, vont être plus rares dans un contexte donc de changement démographique. Ici, je cherche à vous montrer, c'est la cible. Donc, le gouvernement s'est donné un objectif d'enrichissement collectif en disant nous allons rattraper le niveau de vie de l'Ontario. Donc, on va avoir le même PIB réel qu'eux sur une période de 15 ans. À l'heure actuelle, là, je vous signale qu'on a un écart de PIB réel par habitant là, de 13 %. Ils veulent ramener cet écart-là à moins de 10 % en 2026, donc dans 5 ans à peine, et dans 15 ans, en 2036, ils veulent qu'on ait le même PIB réel par habitant, ce qui ferait en sorte qu'on aurait entièrement comblé l'écart. C'est extrêmement ambitieux. Évidemment, je suis pour l'idée qu'on se fixe une cible, je suis pour qu'on se donne des moyens pour y arriver, mais dans un contexte de changement démographique, avec une croissance qui est appelée à ralentir, je vous rappelle que cette cible-là, elle est extrêmement ambitieuse. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait, pendant ces 15 années-là, une croissance économique plus forte qu'en Ontario. Et il faut qu'on ait une croissance économique au Québec plus forte qu'anticipée à l'heure actuelle, parce que même le ministre des Finances, pour les années 2024, 2025, 2026, il le dit que la croissance économique elle va ralentir, elle va être autour de 1,5 % en croissance économique réelle du PIB total. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que l'Ontario ait moins que nous, puis que nous, il faudrait qu'on ait plus que le 1,5. Donc, tout un défi, je vous le dis. Si on va voir du côté des finances publiques, on vous a parlé d'un embelli. Donc, on commence par regarder le déficit pour l'année 2020 et 2021, l'année donc qui s'est terminée au 31 mars dernier. On a un déficit budgétaire avant la réserve de stabilisation de 7,5 milliards. Évidemment, suite à des recommandations de la vérificatrice générale du Québec, on a fait des modifications aux normes comptables qui ont eu pour effet d'alourdir le déficit budgétaire, le faire passer à 10,8 milliards. Et il y avait dans la réserve, il y avait des sommes qui étaient attribuées. Ce qu'il faut bien comprendre avec la réserve de stabilisation, c'est que c'est pour faciliter la planification pluriannuelle du gouvernement. Et donc, au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, si dans le passé, on a fait des surplus, ça nous ouvre le droit dans le futur de faire des déficits. Ce n'est pas de l'argent en banque. Ça veut dire que dans le passé, on a fait des surplus qui ont remboursé la dette, mais au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, on se donne le droit de faire des déficits dans le futur. Mais on avait, à la fin de 2019-20, on avait presque 12 milliards dans la réserve de stabilisation de déficit passé, de surplus passé, nous ouvrant droit à faire des déficits. On en prend 10,8 pour 2021-22 et le solde restant, le 1,2 milliard, va venir réduire, au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, le déficit anticipé pour 2021-22 de 6,8 à 5,6. Donc, si on a fait abstraction des modifications comptables pour l'année 2020 et suivante, le graphique suivant vous présente les déficits qui ont été présentés dans le budget de mars dernier et les déficits présentés hier par le ministre des Finances. On voit, c'est là qu'on dit qu'il y a un embelli. Manifestement, les déficits au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire vont être beaucoup plus modestes. C'est là qu'on parle de 15 à 7,5 %, mais on voit pour l'année en cours de 12,3 à 6,8, encore une fois réduit pratiquement de moitié. Et c'est de même pour chacune des années. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on pouvait parler dans le budget de mars d'un déficit structurel autour de 6,5 milliards. Bien, ce 6,5 milliards-là de déficit structurel pourrait être revu et on pourrait dire qu'il est maintenant à la hauteur de 4 milliards suite à la mise à jour économique. Donc, mais il y a toujours un déficit structurel signifiant qu'en l'absence de décision gouvernementale, l'équilibre budgétaire ne peut pas revenir d'elle-même au fil des années. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions du côté des revenus ou du côté des dépenses pour retrouver l'équilibre budgétaire.
Je vous rappelle aussi qu'en mars dernier, dans le budget, le gouvernement avait pris la décision de suspendre l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire afin de la remettre en place plus tard pour ne pas nuire actuellement pour l'année 2021-2022 à la reprise. Bon, c'est ça. Et donc, mais en dépit des déficits structurels que j'ai parlé à la diapo précédente, je vous ressouligne que le gouvernement a toujours, encore une fois, remarqué son intention dans la mise à jour d'équilibrer son budget au plus tard d'ici 2027-2028. Donc, je poursuis. Je prends les mêmes données sur le déficit budgétaire, mais je le présente maintenant en proportion du PIB pour nous montrer un peu l'ampleur de la tâche en proportion de notre richesse collective. Donc, évidemment, la situation s'est améliorée. En diminuant le déficit de moitié, bien, on a effectivement diminué le déficit budgétaire en proportion du PIB de moitié. Puis on s'aperçoit que ça se répercute sur l'ensemble des périodes où on a maintenant un déficit en proportion du PIB plus modeste. Je poursuis mon avancée. Je regarde maintenant du côté des revenus du gouvernement du Québec. L'embellie sous l'angle de la croissance économique plus forte fait en sorte que les revenus de l'État augmentent. Donc, par rapport à 2021-22, les revenus autonomes sont 6,2 % plus élevés qu'ils ne l'avaient été prévu en mars dernier. Et du côté des transferts fédéraux, ils augmentent aussi, notamment à cause de l'entente asymétrique sur le financement fédéral des frais de garde, donc qui n'était pas dans le budget de mars parce que ça a été annoncé un peu plus tard. Donc, tout ça fait en sorte que vous voyez bien, les revenus autonomes augmentent quand même de manière significative. Les transferts fédéraux, bien, l'année 2020-2021 avait été exceptionnelle avec des transferts qui avaient été beaucoup ponctuels dans le cadre de la COVID. En dépit de l'entente pour le financement des frais de garde, on s'aperçoit que les transferts fédéraux restent à peu près inchangés entre 29 et 30 milliards de dollars sur la période de 2021 à 2025-26. Ici, on regarde pour les revenus autonomes et on s'aperçoit que les revenus autonomes augmentent dans toutes les sources, les principales sources ou les principales assiettes de la fiscalité. Puis les petits plus au-dessus, ça vient simplement vous montrer que c'est dans tous les cas, à partir de 2021 jusqu'à 2025-26, les revenus sont plus élevés que ceux qui avaient été anticipés en mars dernier. Donc, ça témoigne vraiment, l'embellie se répercute dans tous les sphères. Puis, de manière plus particulière, on le voit mal ici dans le graphique, mais du côté de l'impôt des sociétés, celui à gauche, en bas, en mars dernier seulement, on disait que pour retrouver le même niveau de recettes à l'impôt des sociétés que pour l'année 2019-20, donc avant la pandémie, il aurait fallu attendre jusqu'en 2024-25 pour atteindre le même niveau en milliards de revenus. Maintenant, dès l'année 2020-21, on a dépassé les revenus que le gouvernement du Québec avait collectés en 2019-20. Ça vous témoigne de la vigueur de la croissance économique qui se répercute dans l'impôt payé sur les profits des entreprises notamment. Si on va voir du côté des transferts fédéraux, je vous ai déjà dit qu'ils n'augmentaient pas beaucoup ces prochaines années, considérant notamment le fait qu'il y avait eu des transferts exceptionnels en 2020-2021, en dépit du fait qu'il y a l'entente asymétrique. On peut le voir un peu, c'est notamment par le fait que la péréquation, les écarts de richesse diminuant dans le calcul de la péréquation, le Québec s'enrichit plus vite que la moyenne canadienne. Ça veut dire qu'on aurait un peu moins de péréquation en 2021-22, en 2022-23. On voit que ça réaugmente un peu pour 23-24. Ce qui est anticipé, c'est l'augmentation des prix du pétrole qui vont réaccentuer les écarts de richesse entre les provinces et permettre au Québec d'avoir un transfert à la péréquation plus élevé. Cela dit, on voit aussi une certaine stabilité ou croissance dans certains autres programmes. Ici, on a essayé de faire une espèce de graphique pour montrer qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, il s'est passé que la meilleure performance économique fait en sorte que les revenus du gouvernement, autonomes ou transferts fédéraux, ont augmenté de 8,5 milliards. Avec ce 8,5 milliards, le gouvernement a choisi d'améliorer le solde budgétaire de 5,4 et de
de manière nette à de nouvelles initiatives 3,1 milliards. Mais en réalité, les nouvelles initiatives égalent plutôt 5,2 milliards. Parce qu'il y a eu quelques révisions qui ont été faites, notamment le service de la dette coûte moins cher, il y a des mesures pour COVID qui sont moins grandes, etc. Et tout ça fait en sorte que au net, on a investi 3,1 milliards de plus par rapport au budget de mars en dépenses, mais on a dans la mise à jour économique 5,2 milliards de nouvelles initiatives. On va principalement du côté de renforcer le système de santé. Et la deuxième mesure en importance pour laquelle on a des diapos un peu plus loin que je vais vous expliquer, c'est la mesure ponctuelle pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie pour les gens à revenus plus modestes. Donc, c'est les nouvelles initiatives qui ont été annoncées hier. Je regarde du côté des dépenses. Même avant la pandémie, on était en croissance des dépenses de portefeuille assez forte au Québec. Et évidemment, avec la pandémie, les dépenses de portefeuille ont significativement augmenté. Donc, on a une augmentation de 11,1 % des dépenses de portefeuille dans leur ensemble. Ça comprend les changements de normes comptables et les dépenses COVID dans ce cas-là. Et par la suite, si on va voir du côté du service de la dette, bien, considérant un endettement moindre, considérant le moins grand nombre de déficits, considérant des perspectives de taux d'intérêt qui se maintiennent quand même tout assez bas, on s'aperçoit que pour les années 2022 et suivantes, il y a un service de la dette qui va coûter moins cher que ce qui avait été anticipé en mars dernier. Bon. Je poursuis en analysant plus spécifiquement pour l'année 2021-22 pour vous montrer que la croissance des dépenses est plus forte que ce qui avait été anticipé en mars dernier, significativement plus forte. Donc, si vous regardez pour la santé et les services sociaux, en mars dernier, on parlait d'une croissance du budget de 5,8 %. On est maintenant, avec la mise à jour économique, à une croissance de 8 %. En éducation, on était à 4,6, on s'en va à 7,6. En enseignement supérieur, on était à 8,2, on s'en va à 15,1. En enseignement supérieur, là, c'est notamment attribuable à la reprise de certaines activités qui avaient été davantage limitées ou annulées dans l'année précédente. Mais on voit que même les autres portefeuilles dans leur ensemble, alors qu'on prévoyait une croissance de 4,7 %, la mise à jour économique prévoit maintenant une croissance de 18 % des autres programmes. Donc, manifestement, la croissance des dépenses de portefeuille est assez forte pour l'année en cours. Ici, je fais un petit focus plus particulièrement sur les dépenses de santé. Dans les dépenses de santé, il faut distinguer les dépenses qui sont particulières à la COVID et les dépenses hors COVID du ministère de la Santé et des Services sociaux. Si vous regardez les dépenses hors COVID, bien, vous voyez quand même que le budget augmente rondement au ministère de la Santé et des Services sociaux, passant de 47,2 milliards en 2020-21 à 50,1, à 53,1, à 55,7. Donc, de 2020 à 2023, le budget va être passé de 47 à 55 milliards pour les dépenses hors COVID. Puis vous voyez que pour l'année passée et l'année en cours, on met grosso modo des dépenses COVID là, de l'ordre de 6,6 l'année passée et de 6 milliards cette année pour essayer de renforcer donc le système de santé. Ici, je vous montre une image sur la dette brute. Évidemment, des déficits moindres, notamment. Ça va expliquer une dette brute qui va être plus faible. Elle va être de près de 9 milliards plus faible en 2021 que ce qui avait été prévu dans le budget de mars dernier. Puis à droite, on explique là, que c'est notamment à cause des déficits moindres, mais qu'il y a d'autres facteurs explicatifs qui peuvent entraîner une variation de la dette brute. Je poursuis l'avancée toujours sur la dette. On fait un focus en tenant compte de la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations. Dans cette loi-là, il y a des cibles. On doit atteindre un niveau d'endettement en 2025-26 de X ou Y, selon que nous sommes avec le ratio de dette brute ou le ratio représentant les déficits cumulés. Puis encore une fois, ici, on vous présente en bleu le budget de mars et en pointillé rouge les nouvelles données de la mise à jour économique.
Et on s'aperçoit que, encore une fois, la donne en matière de déficit de dette brute a considérablement changé. Alors qu'on n'était pas en mesure d'atteindre la cible de la loi sur la réduction de la dette en 2026 dans le budget de mars dernier, on voit bien que là, on va l'atteindre, puis on va l'atteindre plus rapidement que prévu. On va l'atteindre, dans le fond, dès 2021-22, on va être sous la cible de 45 pour la dette brute. Il y a aussi un embelli du côté de la dette représentant les déficits cumulés, mais cette fois-là, il fallait atteindre un ratio en 25-26 de 17 %. On s'aperçoit que même si les déficits cumulés en pourcentage du PIB vont être moindres, bien que le ratio s'est amélioré, on ne sera pas en mesure d'atteindre en 25-26 le 17 %. On va être plutôt à 19,5 %. Mais considérant l'ampleur de la pandémie, si ça nous permet juste de déroger un peu à ce ratio-là. D'ailleurs, le ministre avait annoncé en mars dernier que les cibles étaient pour être revues dans un contexte post-pandémique. Donc, les cibles sont appelées à bouger. On n'a pas les nouvelles cibles, mais les cibles étaient appelées à bouger. Donc, ça terminerait la situation du côté de l'état des finances publiques. J'irai maintenant aux mesures budgétaires ou fiscales qui touchent d'abord les particuliers, puis dans un second temps, on ira voir les sociétés. Mais pour les particuliers, ce qu'on peut voir, une première annonce qui a été mise dans le budget, mais qui n'est pas une véritable annonce parce que c'est fait à chacune des années, c'est l'indexation. Donc, le régime d'imposition du Québec est indexé annuellement. Il ne l'a pas toujours été, mais depuis bon nombre d'années, il est indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du Québec. L'indice des prix à la consommation du Québec qui exclut pour le calcul de l'indexation du régime l'alcool, le tabac, le cannabis récréatif. Puis on prend ça sur une période de 12 mois qui se termine au 30 septembre de 2021. Alors, c'est la plus forte indexation des 10 dernières années. On est à 2,64. Le gouvernement est conscient que dans le dernier trimestre de 2021, qui va seulement être considéré pour l'indexation de l'année 2023 du régime d'imposition, on risque d'avoir une inflation autour de 4 pour ce trimestre-là. Bon, et c'est dans ce contexte-là peut-être que ça justifie la mise en place ponctuelle de la prestation exceptionnelle pour le coût de vie que nous allons voir à la prochaine diapo. Donc, le gouvernement a annoncé dans la mise à jour d'hier qu'il y aurait une prestation exceptionnelle, donc seulement une fois, un crédit remboursable visant à tenir compte de la hausse du coût de vie. Un montant forfaitaire, un montant qui n'est pas réductible, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, qui est 400 $ pour un couple, 275 $ pour une personne seule et 200 $ pour une personne qui vivrait en colocation. Pour être admissible à ce crédit-là, la règle est quand même assez simple. Si vous avez droit dans l'année actuelle au crédit d'impôt pour la solidarité, vous allez avoir droit au crédit d'impôt pour la hausse du coût de vie. Donc, aussi simple que ça. Fait que si vous l'avez, le crédit solidarité, vous avez l'autre. Si vous n'avez pas le crédit solidarité, vous n'avez pas le crédit pour la prestation, vous n'avez pas la prestation exceptionnelle pour le coût de vie. Évidemment, là, je vous donne en grosso modo, là, pour une personne vivant seule, on parle il ne faut pas que le revenu excède 50 600. Puis pour un couple, il ne faudrait pas que le revenu excède 56 000 $. Ces chèques-là vont vous être transmis, comme ça concerne l'immédiat, ces chèques-là vont vous être transmis avec le prochain versement du crédit solidarité. On parle de la fin janvier prochain. Il va y avoir environ 3,3 millions de ménages bénéficiaires. Puis même si c'est un chèque qui est versé une seule fois, on parle de 3/4 de milliards de dollars quand même qui est versé là. Donc, ça montre l'importance de cette initiative-là. Je poursuis avec une autre annonce qui a été faite. On a modifié cette fois, on a bonifié une mesure fiscale. Le gouvernement actuel, donc le gouvernement de la CAQ, à leur arrivée au pouvoir, il avait instauré un soutien des aînés. Donc, pour ceux qui ont 70 ans et plus, il y avait une mesure qui avait été mise en place. Pour l'année 2021, on parle d'un 209 $ maximum pour une personne seule, 418 $ pour un couple, qu'on perdait progressivement au-delà d'un certain seuil. On vient augmenter ces montants-là. Au lieu d'être 209 $ pour une personne seule, on s'en va à 400. Puis pour un couple, au lieu d'être 418, on s'en va à 800 $. On perd toujours ces crédits-là
au-delà d'un certain seuil. Mais comme on a un montant plus grand, ça va prendre plus de temps avant de perdre complètement le chèque, si bien qu'il y a un plus grand, il y a non seulement un montant plus généreux qui est offert à ceux qui en recevaient, mais il y a des gens qui n'en recevaient pas qui vont maintenant en recevoir. Donc, il y a un élargissement du nombre de bénéficiaires. Avant ça, pour une personne seule, le seuil de sortie, il fallait gagner en bas de 27 750 pour y avoir droit, autant soit peu. Maintenant, le seuil de sortie est déplacé au-delà de 31 500. Même chose pour les couples. Avant ça, pour avoir un sou minimum, il fallait avoir un revenu moindre de 46 700. On s'en va maintenant à un seuil de sortie de 54 000, un petit peu plus que 300. Donc, un élargissement du chèque et un élargissement du nombre de bénéficiaires pour ce programme-là. On s'en va du côté pour les familles. Là, il y a un gros changement dans le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde. Il y a 2 variables qui ont été modifiées. D'abord, on a augmenté le plafond du crédit. Donc, le plafond, les frais de garde admissibles sont plafonnés et les frais de garde admissibles sont maintenant passés à 10 400 pour l'année 2021. Donc, encore une fois, là, comme pour la majoration du soutien aux aînés que je viens de vous parler, comme la prestation exceptionnelle pour le coût de vie, c'est des changements qui se répercutent pour 2021. Donc, on vient changer, dans le cas des frais de garde, pour l'année en cours qui est quasiment terminée, on va être plus généreux envers les ménages. Donc, une quantité plus grande de frais de garde admissibles et un taux du crédit supérieur. Donc, avant ça, le taux maximum du crédit était de 75 % et il pouvait réduire à 60, à 57 et jusqu'à 26 % pour les familles à revenus plus élevés. Je rappelle que ça se cumule quand même, cette mesure-là, avec la déduction pour frais de garde à Ottawa. Mais donc, on était comme ça entre 75 et 26 selon notre revenu. Maintenant, on va être entre 78 et 67 %. Donc, clairement, les ménages qui font entre 40 et 100 000, avant ça, il y avait droit environ à 60 %. Ils vont maintenant avoir droit à 70 %. Les ménages entre 100 000 et 170 000, il y avait droit à 57 au moins. Ils vont maintenant avoir droit à 67. Puis les ménages au-dessus de 165 000, qui avaient droit auparavant à 26 %, soit le minimum, ils vont maintenant être majorés à 67 %. Donc, c'est pour ça que je disais que ça profite à la classe moyenne et à la classe de revenus plus élevés. Et je rappelle que ce crédit-là, c'est pour ceux qui n'ont pas de place en garderie à contribution réduite. Donc, pour les parents qui ont des places en contribution réduite, ça ne change pas, mais sont déjà privilégiés. Le gouvernement s'est aussi engagé à créer de nouvelles places. Et pour ceux, pour l'instant, qui n'ont pas de place, l'aide fiscale est bonifiée. Il n'y a pas eu des tonnes, ce n'est pas un budget, il n'y a pas eu des tonnes de changements à la fiscalité. Donc, les 3 éléments, c'est les principaux changements. Je vous dirais qu'on pourrait rajouter à ça, pour les particuliers, d'autres mesures. Il y a l'enveloppe pour le supplément de loyer qui a été majorée. Il y a le programme d'allocation logement qu'on critique souvent, la manière dont il fonctionne ou qui n'est pas optimisé. Bien, on dit justement qu'on va le moderniser. Pour l'aide financière aux études, il y avait eu une bonification temporaire. Bien, on reporte cette bonification temporaire-là pour 2 autres années. Donc, les étudiants ne sont pas laissés pour compte, ceux qui ont droit à l'aide financière aux études. Donc, 2 années de plus de bonification. Si on va voir du côté des mesures qui ont été faites, fiscales ou budgétaires, pour lutter contre la rareté de main-d'œuvre. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le budget pour lutter contre la rareté de main-d'œuvre? Bien, il y a des sommes pour commencer. Il y a des sommes pour certains secteurs. Donc, santé, services sociaux, presque 1 milliard. Secteur de l'éducation, plus d'1 demi-milliard. Services de garde, plus de 200 millions. Génie, technologie de l'information, plus d'1 milliard. Puis le secteur de la construction, 70 millions. En gros, avec ça, là, ce qu'on cherche à faire, si on veut former, requalifier, attirer du monde vers ces secteurs-là, c'est le gros des nouvelles dépenses budgétaires. On parle de 2,9 milliards sur 5 ans. Donc, c'est le gros des initiatives. Il y a aussi eu l'idée de verser une prime salariale à des retraités du secteur public ou du secteur des services de garde, où là, on vient cibler. Donc, vous voyez, là, il y a une liste de professions, là, personnel infirmier, préposé aux bénéficiaires, etc. Là. Et là, on dit, bien, si vous êtes à la retraite,
Si vous revenez, considérant que l'employeur ne contribue plus à votre régime de retraite parce que vous y avez déjà droit, bien, on va vous donner une compensation. C'est un programme où on vise, qui est déjà dans le 2,9 milliards, mais on parle d'un 60 millions. Grosso modo, si un retraité du secteur public retourne sur le marché du travail pour aller gagner 40 000, bien, il va voir ici bonifier sa rémunération d'à peu près 3 000. Donc, c'est ça le changement ici de la prime salariale qui a été annoncée hier. On a aussi prévu dans la mise à jour économique d'hier des bourses incitatives. Selon certains, si vous étudiez dans certains secteurs, on prévoit au collégial jusqu'à 9 000 de bourses incitatives sur une période de 3 ans et une période de 20 000 dans certains programmes universitaires sur une période de 4 ans. Donc, les programmes sont, encore une fois, santé, services sociaux, éducation, services de garde, génie, technologie de l'information. Donc, on veut augmenter le nombre d'étudiants inscrits dans ce secteur-là parce qu'il y aurait pénurie de main-d'œuvre en leur octroyant des bourses. Bon, là, il faut porter un jugement sur la pertinence de ça. Ça va être intéressant dans quelques années d'évaluer si ce programme-là a bien performé ou s'il n'a pas créé d'autres distorsions moins souhaitables. Donc, on regarde s'il y a eu des mesures budgétaires ou fiscales pour les sociétés. Je serais porté à vous dire qu'il y avait peu de choses, mais encore une fois, ce n'est pas un budget. Donc, on retient principalement 2 initiatives. Donc, d'abord, accroître le financement des projets d'investissement des entreprises et 2, soutenir la mise en place des premières zones d'innovation et de projets innovants. Mais dans la mise à jour économique, sur ces 2 points-là, on reste sur notre fin parce qu'on dit que les détails sont à venir. Donc, probablement que c'est le ministre de l'Économie et de l'Innovation qui va les annoncer dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, on sait qu'il y a des sommes qui sont consacrées, mais on connaît peu de choses. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit retenir de la mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec? Bien, on pourrait dire que le gouvernement a signalé son intention évidemment de continuer de brancher les Québécois à l'Internet haute vitesse. On parle de près de 100 millions sur 2 ans. On parle aussi de soutenir la relance toujours dans le milieu culturel québécois qui ont souffert particulièrement. On parle de 50 millions sur 2 ans, mais dont la quasi-totalité de ce montant-là va être dépensée dans l'année en cours. Je souligne que, parce que le ministre l'a souligné lui-même, dans le fond, dans la mise à jour économique d'hier, qu'au début de l'été dernier, il a sollicité la communauté des économistes universitaires. Il a demandé aux économistes universitaires de lui donner des propositions pour l'aider dans la détermination de cibles ou de règles budgétaires pour assurer la saine gestion des finances publiques. Il a demandé des propositions pour voir le rôle que peut jouer la fiscalité ou l'aide gouvernementale dans l'accroissement du potentiel économique du Québec et dans sa lutte au changement climatique. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, la Chaire a répondu positivement à cet appel de proposition du ministre. On va produire dans ce contexte-là quelques études, mais il y en a une dont je voulais vous parler ici, parce qu'on a parlé tout au long de la présentation de respect de la loi sur l'équilibre budgétaire, de respect de la loi sur le remboursement de la dette et instituant le Fonds des générations. Donc, la Chaire, en collaboration avec le Comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois, avec le Cyrano, avec l'Institut du Québec, a fait un panel d'experts pour essayer de voir ce serait quoi les grandes tendances ou des suggestions pour modifier ces 2 lois-là, pour les moderniser. Et ce document-là va être diffusé la semaine prochaine. Donc, je vous mets l'eau à la bouche. Donc, déjà, plusieurs se sont penchés à voir comment on pourrait rendre encore plus efficace la loi sur l'équilibre budgétaire ou la loi sur le remboursement de la dette. Donc, à venir. Et évidemment, parmi les autres choses à venir, donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous présenter le regard que la Chaire en fiscalité et en finances publiques porte sur la mise à jour économique du ministre des Finances qui a été présentée hier. Mais dès lundi prochain, à 12h30, on a la chance d'avoir le ministre des Finances, Éric Girard, qui va présenter lui-même un résumé de sa mise à jour économique. C'est organisé par le Cercle de finances en collaboration avec l'Association des économistes québécois. Évidemment, la Chaire est heureuse de contribuer à la diffusion de cet événement-là. Et
je vais travailler à l'animation. Donc, je vais pouvoir poser des questions au ministre, je vais pouvoir reprendre les questions de la salle, les relayer. Donc, c'est une activité. Si vous avez le goût, lundi prochain, joignez-vous à nous. Et bien là, c'est un peu plus loin, c'est l'année prochaine. Mais encore une fois, dès le début janvier, la Chaire va être heureuse de présenter son nouveau bilan de la fiscalité au Québec. Cette fois-ci, ça va être fait avec l'animation de l'éditorialiste en chef de la presse, Stéphanie Gramont. Puis encore une fois, le ministre des Finances se joint à l'exercice pour venir peut-être dire les grandes lignes de ce qui s'attend dans les consultations prébudgétaires. Puis nous, on va présenter les principaux résultats. Donc encore une fois, si vous avez le goût, 14 janvier, sur l'heure du midi, formule similaire à la nôtre, vous vous joignez à nous. Vous pouvez vous inscrire dans les deux cas à ça. Ça terminerait la présentation de ce que nous retenons de la mise à jour économique. Alors, je vais recéder la parole. Je vais enlever ma présentation, puis je vais recéder la parole à Suzy, qui va m'aider dans la gestion de la période des questions, si questions il y a bien évidemment. En effet, merci Luc. Donc, tu as respecté le temps imparti, c'est super. Beaucoup de contenu. Donc, oui, on est rendu à la période de questions, une courte période de questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit en levant la main, donc à vous de voir. Je te dirais, Luc, qu'il y a eu des questions de M. Boutin pendant la présentation qui touche plus le PIB, fait que c'est peut-être pas si évident. Et donc, M. Boutin parlait de quels sont les facteurs qui ont surtout permis la croissance plus importante du PIB. Et par la même occasion, a soulevé la question, est-ce que le PIB est la bonne question, est la bonne mesure de l'économie? Puis, je te dirais qu'à cet égard-là, Tommy, notre collègue, a réagi en envoyant un balado qui traite de cette question-là. Donc, probablement qu'il va être bien servi. C'est un balado fait par Alain Paquet. Donc, à cet égard-là, c'est ça. Puis sinon, ben, c'est qu'est-ce qui explique la croissance plus importante du PIB? On a quand même quelques éléments de réponse. Non, mais c'est ça, effectivement, mais c'est bon merci à Tommy d'avoir relayé le balado, là, parce qu'effectivement, est-ce que c'est toujours une bonne mesure? On en discute souvent. C'est pas une mesure parfaite, la notion de PIB là, ou la notion de niveau de vie à travers le PIB par habitant. Là, c'est une mesure imparfaite, mais ça nous permet de nous comparer. C'est un peu quand le gouvernement du Québec dit qu'il veut combler l'écart avec l'Ontario, ça nous prend une mesure. Et c'est la mesure que nous utilisons. Donc, bien qu'imparfaite, on ne peut pas l'acheter complètement à la poubelle. Pour ce qui est des éléments qui ont contribué à un plus fort PIB, c'est un peu difficile là, de se prononcer clairement, mais on a une meilleure participation au marché du travail des gens. Les entreprises ont embauché plus. La reprise des emplois était plus forte que prévu. C'est clair que c'est un élément de contribution significatif à une plus forte croissance du PIB réel. Oui, je dirais qu'on s'est moins penché là-dessus parce qu'on touchait beaucoup plus les finances publiques, mais c'est certain que la consommation a contribué pour beaucoup là, grâce aux revenus disponibles des gens qui n'ont pas réellement diminué pendant la pandémie aussi. C'est un facteur qui compte. Maintenant, j'irai dans les mains levées. Donc, il y a M. Laurent Deslauriers qui avait une question. Si vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Je vous inviterai à poser votre question. Oui, en fait, sans reçu, ce nom-là, je ne sais pas comment le changer. Mon nom, c'est Mario Jourdois. Ah, mais M. Jourdois, bonjour. Il n'y a pas de problème, bonjour. Non, mais je voulais le dire quand même. Ouais. C'est juste que je ne connais pas Teams. Bon, vous parliez beaucoup d'embellie, puis la dernière question posait là-dessus. Mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est que c'est les prévisions qui étaient mauvaises. Parce que moi, je me souviens quand le rapport des opérations financières des 11 premiers mois est sorti, ça prenait un déficit absolument abracadabrant en mars pour qu'on atteigne le 12 milliards. Il avait baissé de 15 à 12, si vous vous rappelez. Puis on le regardait. Puis surtout, si on regardait les derniers mois, il n'y en avait pas de déficit, quasiment pas. Comme d'ailleurs, si vous avez regardé les premiers mois de cette année, il n'y a pas de déficit. On a même des surplus certains mois. Tout équilibré, je pense qu'il y a un déficit d'une couple de centaines de millions. Puis c'est ce qu'on voit à chaque année depuis plusieurs années, vous le savez. Les prévisions sont toujours moins bonnes que la réalité. Mais cette fois-ci, on peut dire, avec la situation spéciale, de toute façon, moi, je renonçais à faire quelques prévisions que ce soit. Mon domaine, c'est plus le marché du travail. Tu sais, les journalistes m'ont posé des questions, j'ai carrément refusé. Parce que ça dépend des décisions gouvernementales, ça dépend de l'évolution de la maladie. On ne les a pas, même les épidémiologistes ne peuvent pas se prononcer là-dessus.
Donc, on peut le faire. Mais sauf que dans le contexte actuel, où on avait 11 mois, puis que c'était flagrant, c'était clair là, que le déficit serait bon. On ne savait pas trop s'il serait autour de 5, 6, 7, 8 milliards. Mais c'était. Puis ça, c'est après versement au Fonds des générations. Hein. Quand on le prend avant, il est juste à 4 points quelque chose, 4,4. Tout à fait, oui. Puis parce qu'on sait que l'autre est soustrait de la dette. Là, comme vous dites, c'est le déficit selon la loi. C'est pour ça, ça a peut-être l'air un peu jouer ces mots, ce que je fais, mais de dire d'embellie, dans le fond, il n'y en a pas eu d'embellie récemment. Ça a été moins pire que ce qu'on avait prévu, puis c'est surtout que quand on a vu que c'était moins pire, on n'a pas ajusté suffisamment les prévisions. Avez-vous une question précise? Excusez, oui, c'est ça. Sinon, moi, je peux réagir à votre commentaire. Êtes-vous d'accord avec mon analyse? Peut-être pas pour le mois de mars. Je pense que quand les prévisions que le gouvernement a fait de croissance économique de 4,2 réel en mars, si on regarde, puis on regarde par rapport à la moyenne du secteur privé, on n'était pas si loin, de mémoire, là, on n'était pas si loin que ça. Évidemment, quand on est arrivé, puis là, ces prévisions-là ont comme mal vieilli, tu sais. Fait que rendu en juin, là, on pouvait voir que les prévisionnistes des banques faisaient des mises à jour et les croissances économiques attendues pour l'année 2021 étaient plus fortes. Là. Déjà, la Banque nationale a revu à la hausse, Desjardins a revu la hausse, la plupart des institutions financières l'ont fait. Là, c'est sûr que nous, tant qu'il n'y avait pas de mise à jour économique, le gouvernement n'annonçait pas que le 4,2 était révisé. Fait que c'est ça qui, effectivement. Mais en mars, est-ce que c'était si conservateur que ça comme prévision? Je ne suis pas convaincu. C'est le désavantage d'avoir produit son budget un peu, entre guillemets, un peu tôt. Le ministère des Finances à Ottawa l'a produit plus tard. Fait que ça lui a donné la chance d'avoir des prévisions plus proches de la réalité, mais d'un autre côté, un jour, il faut plonger puis aller le faire notre budget. Là. Donc, ouais, je ne reviendrai pas rigueur. Puis, à la limite, si le ministre annonçait, aux 3 mois, il faisait juste dire la croissance, voici nos nouvelles prévisions de croissance économique réelle et nominale, aux 3 mois, ça pourrait peut-être aider. Ça nous aiderait à voir plus clair. Dans le même contexte, quand je regarde des prévisions qui vont jusqu'à dans 5 ans, je me mets toujours des astérix dans la tête. C'est pas inutile de le faire parce qu'on regarde les scénarios qu'ils ont, fait qu'on peut regarder les facteurs qui peuvent changer. Si les facteurs ne sont pas comme ils ont dit, ça va les changer. Mais reste que quand on voit que quelques mois avant, il y a eu une erreur de cette ampleur-là, ben là, on voit à quel point c'est fragile. On peut toujours espérer que la pandémie cesse et qu'à un moment donné, les prévisions soient plus justes. Mais avec ce qu'on voit en Afrique du Sud, ben, je ne vais pas embarquer là-dedans. Là, mais, je veux dire, ça jette quand même. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir vraiment, ou même si on va s'en sortir complètement. Je vous remercie. Merci à vous. Question écrite, Luc, question un peu plus fiscale. Donc, vraiment, on est dans un autre monde. Quelqu'un qui veut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut dire par indexation de la fiscalité. Donc, il dit que c'est un néophyte. Fait que je vais tout de suite te ramener une autre question aussi fiscale. Quel est le revenu qui sert au calcul des crédits? Est-ce que c'est le revenu total, le revenu net, le revenu imposable? Donc, deux petites questions un peu plus techniques. Bon. Bien, pour ce qui est de l'indexation, ce qu'il faut comprendre, c'est on a un barème d'imposition qui est progressif. Donc, on dit, mettons, le premier 50 000 est taxé à un taux X, le deuxième 50 000 est taxé à un deuxième taux, etc. Quand on parle d'indexation, c'est justement là, ces tranches-là sont revues à la hausse à chacune des années. Si on dit une indexation de 2,64 %, ça veut dire que la première tranche, au lieu de se terminer à 50 000, elle va se terminer à 50 000 plus 2,64 %. Ça permet de, si votre salaire a seulement augmenté à l'inflation, que vous ne changiez pas que vous ne soyez pas imposé à un taux d'imposition plus élevé dans le barème d'imposition. C'est bon pour le barème, c'est bon pour certaines mesures fiscales dans le barème, donc les primes au travail, les allocations familiales, etc., vont être indexées aussi. Ça veut dire que le chèque va augmenter en fonction de cet indice-là d'indexation. Pour l'autre, pour la mesure de sur quoi on se base, bien, ça peut varier là, d'un calcul à l'autre. Généralement, c'est sur le revenu net. Puis quand c'est sur le revenu net, on précise si c'est le revenu net individuel, si c'est le revenu net familial, ou bien, puis dans le cas de certaines mesures d'incitation au travail, ça va être
ça ne sera pas le revenu net de l'ensemble de vos revenus. Pour le crédit prolongation de carrière, ça va être le revenu seulement de travail. Donc, on essaye de préciser généralement le revenu net, mais ce n'est pas si clair que ça, que c'est toujours le revenu net. Toujours ce que je dis, la réponse de Fiscaliste, c'est toujours ça dépend. Ouais. Donc, ça ressemble à ça. Je vais prendre une question dans le public. Donc, Michel Saint-Germain, ou la personne qui est enregistrée sous le nom de Michel Saint-Germain, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, merci Luc pour ton analyse très rapide et très complète du discours d'hier. La réaction du monde patronal aux mesures pour contrer la soi-disant pénurie de la main-d'œuvre a été extrêmement négative. Alors, j'aimerais avoir ta réaction sur la réaction du monde patronal. Est-ce que le monde patronal est complètement irréaliste sur l'habilité du gouvernement d'adresser cette question-là? Et merci d'avance, Luc. Parfait. Bien, c'est pas des questions faciles, hein? C'était tellement long pour produire le document pour aujourd'hui. Donc, il y en a dans notre équipe qui se sont couchés extrêmement tard, d'autres qui se sont levés extrêmement tôt. On n'a pas eu le temps de lire trop comment réagissaient les organismes. Donc, ce qui me permet d'éviter un peu à savoir s'ils ont bien ou pas réagi. Mais je comprends qu'ils ont réagi durement ou qu'ils n'ont pas été trop enclins. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour lutter contre la rareté de la main-d'œuvre. Donc, ça, on doit déjà le souligner ou le dire, c'est louable. Après ça, qu'est-ce qui peut vraiment changer les comportements? Pour les retraités, de leur offrir une prime. Bon, ça, je pense que ça peut passer. Est-ce que la prime est assez généreuse pour que les gens reviennent? C'est de ça qu'il faut discuter. Lorsqu'on arrive là, dans les bourses, là, dans certains secteurs, si vous allez étudier dans ça, vous allez étudier dans ça. Mais la pénurie de main-d'œuvre est grosso modo partout, là. Et donc, si on alloue des étudiants qui s'en vont vers des secteurs au lieu d'aller vers d'autres, bien, dans d'autres secteurs, ils vont manquer encore plus, là. Donc, là-dessus, je suis moins convaincu. C'est un peu pour ça que je disais, on verra dans quelques années si on est capable d'évaluer la performance de ce genre de programme-là. Puis sinon, bien, pour la fiscalité, ça n'était pas un budget, donc peut-être qu'il y aura d'autres initiatives en matière fiscale qui seront annoncées dans le prochain budget. Mais il y en a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites du côté de la fiscalité, il faut quand même le reconnaître. Puis si on vise la pénurie de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre, puis on dit est-ce que les personnes de 60 ans ou plus peuvent y contribuer en restant plus longtemps ou en revenant sur le marché du travail. Moi, je le dis depuis déjà quelques temps, mais une des mesures incitatives, ce serait que d'arrêter de contribuer, si on le souhaite, de rendre facultatif, passer 65 ans, les cotisations au régime des rentes. C'est le cas dans 9 provinces sur 10 au Canada, que passé 65 ans, la cotisation est facultative. Nous, elle est obligatoire. Donc, déjà en partant, là, si le taux de cotisation au RRQ, c'est 6 bien, chaque fois qu'on fait $1 de salaire, on perd 6 qui s'en va en contribution. Puis si on est déjà à la retraite, puis si on a déjà demandé les prestations de retraite du RRQ, est-ce que la bonification en vaut la peine? Laisser le libre choix aux gens, ça serait probablement ce qu'il y a de mieux. Alors, Suzy, je te laisse passer à une autre question. Le son est fermé, Suzy. Quelqu'un qui s'intéresse à la comparaison avec l'Ontario. Donc, pourquoi on compare avec l'Ontario? Qu'est-ce qui justifie? C'est quoi l'idée de combler l'écart de richesse? C'est bon, c'est pas bon? Donc, tu en as déjà parlé un petit peu, là, mais si tu veux en faire quelques phrases, même si on n'a pas eu le temps de faire l'analyse de long en large, ce qu'on souhaite faire. Non. Mais se comparer avec l'Ontario, c'est parce que c'est la province avec le tissu industriel qui ressemble le plus au Québec. Si on se compare à Terre-Neuve ou à l'Alberta, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'on se compare avec l'Ontario. On est deux grandes provinces canadiennes avec un tissu industriel similaire, bien qu'ils sont, comme on a un écart de richesse avec eux, ils doivent être mieux dotés que nous, là. Mais c'est ça. Pourquoi combler l'écart? Ben, combler l'écart, c'est augmenter notre niveau de vie, dans le fond. C'est un pacte d'enrichissement collectif que fait le gouvernement. Puis pour se donner une ligne de conduite ou un benchmark en anglais, là, bien, il est en train de dire on va se comparer à l'Ontario, puis on est moins riche qu'eux, mais il faut les rattraper.
Fait que là, on se donne 5 ans d'ici 2026 pour fortement réduire, puis d'ici 15 ans pour complètement l'éliminer. Moi, je trouve, j'ai dit une cible très ambitieuse. S'il y avait un qualificatif encore plus dur, je pense que je le dis, pour montrer le caractère ambitieux, je le prendrais. On est dans un contexte de vieillissement de la population. La croissance économique au Québec est appelée à ralentir. L'Ontario aussi a un vieillissement, mais qui est beaucoup moindre. La nature, naturellement, ils sont appelés à avoir plus de croissance que nous. Fait que dans ce contexte-là, on ne comblerait pas l'écart. Fait que nous, il faut qu'eux, ils performent pas trop bien, puis que nous, on performe mieux qu'anticipé pour être capable de rejoindre le même PIB réel par habitant. Donc, c'est un sacré défi. Mais cela dit, je ne critiquerai jamais le gouvernement qui dit on va se donner. Parce qu'en se donnant une cible comme ça, il va mettre des efforts pour l'atteindre. Puis je pense que là-dessus, c'est louable. Merci, Luc. On va passer une main levée. Donc, M. Ralph Nahas, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, donc ouvrez votre caméra. Oui, vous avez très bien prononcé. Merci. Comment l'arrêt des programmes fédéraux pour le COVID-19 va affecter la reprise économique au Québec? Ben, je ne sais pas de quel programme vous parlez. Est-ce que vous parlez des programmes subventions salariales et… Ben, subventions salariales, les prêts à l'entreprise qui vient à échéance le 22 janvier 2022, aussi tous les montants qui ont été donnés à différents programmes aux individus. Donc, tout ça est arrêté au mois d'octobre, le 23 octobre. Ah oui, non, c'est bon. C'était prévu que ces programmes-là aient une fin, puis on le voit avec le taux de chômage au Québec qui est extrêmement bas. Je crois que pour mois octobre, on est rendu à 5,6 %. Je pense que c'est correct d'arrêter ces programmes-là. On ne pouvait pas les poursuivre. C'était des programmes temporaires. On ne pouvait pas les poursuivre et les rendre permanents. Donc, pour les entreprises qui avaient le droit à la subvention salariale, ça va demander une petite adaptation. Mais encore une fois, ces programmes-là étaient beaucoup trop coûteux pour être rendus de manière permanente. Donc, je pense que c'est correct. Puis, je pense que les ministres des Finances, dans leur anticipation de croissance économique, ont déjà intégré ça. Donc, c'est déjà intégré dans la croissance économique 2021 et 2022 que ces mesures-là arrivaient à terme et les effets sont donc déjà escomptés. Okay. Merci. Une question par écrit. Quelqu'un dit qu'il trouve que les budgets sont trop souvent utilisés pour donner des bonbons avant les élections. Est-ce que c'est électoral? Je ne suis pas sûre qu'on va se prononcer, mais par contre, il pose aussi la question, est-ce que nous avons déjà, ou vous, M. Godbout, déjà suggéré au gouvernement provincial d'avoir un directeur budgétaire comme au fédéral? Ah, bon. Bon, pour les bonbons, effectivement, on va passer notre tour, mais il y a un contexte particulier cette année, là. On comprend donc que mais si on regarde dans les dernières années, l'année qui précède l'élection à date fixe, il y a plus de mesures dans les mises à jour économiques dans l'année préélectorale que dans les années qui précèdent. Donc ça pourrait être un indicateur de ça. Cela dit, dans la mise à jour de cette année, on a plus de revenus fiscaux qui sont rentrés. Ça a permis au gouvernement de faire des nouvelles initiatives. Je vous rappelle que toutes les nouvelles initiatives, ils vont se financer dans l'année en cours. C'est parce qu'il y a plus de recettes dans l'année en cours, puis on va avoir un déficit plus petit. La prestation coût de vie, elle va être payée en janvier, donc elle rentre dans l'année qui se termine au 31 mars. Le changement pour le montant pour aînés de 70 ans et plus, il est rétroactif au 1er janvier. Les frais de garde, c'est rétroactif. Donc, c'est comme tous des changements qui sont rétroactifs pour 2021. Là, je vais faire une boutade, mais dans le passé, quand les gouvernements font des changements rétroactifs, on vient toujours dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça quand c'est des hausses, mais quand c'est des baisses, ça passe plutôt bien. Les critiques sont toujours moins grandes. Puis pour l'idée du directeur parlementaire du budget, il y en a un à Ottawa, il n'y en a pas à Québec. Dans le projet de réforme parlementaire à Québec, ça fait partie de la réflexion de mettre en place un directeur parlementaire du budget. Dans le passé, avec l'Association des économistes québécois, je pense plusieurs autres, on s'est déjà montré favorable à ce qu'il y ait un directeur parlementaire du budget à Québec. Et encore une fois, dans un contexte de lancer un scoop, nous travaillons à produire un document sur les institutions financières indépendantes.
donc à publier là, dans les prochains mois, la chaire, mais comment ça fonctionne ailleurs, comment ça pourrait fonctionner ici, les avantages, les inconvénients, c'est dans notre pipeline. Non. Merci, Luc. Donc, il y aurait quelques autres questions, mais on atteint 13h15. Je pense qu'on va s'arrêter ici tel qu'annoncé. Je pense qu'il faut respecter ce qu'on annonce. Donc, je te laisse le mot de la fin quand même pour remercier les gens. Bien, le mot de la fin, il est tout simple. Encore une fois, on est toujours extrêmement choyés, contents, heureux de vous voir en si grand nombre, vous inscrire à nos activités, ouvrir votre Teams sur l'heure du midi. C'est pour ça qu'on s'efforce de le garder à l'intérieur d'une heure, à partir de 12h15. Donc, on vous remercie d'être toujours fidèle au poste. Puis, dès que c'est pertinent, on va vous faire d'autres invitations pour d'autres midi-conférences de cette nature-là. Donc, bonne journée à tous. Merci.